Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1 pour ce premier point d'information. Agenda chargé pour le chef de l'État en Russie, à Sochi, en marge du sommet de haut niveau Russie-Afrique. Le président de la République multiplie les audiences. Alassane Ouattara s'est entretenu avec une délégation du secteur privé ivoirien. Le consul honoraire désigné de la Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg et le président d'Afreximbank, envoyé spécial à Sochi, Jérôme Kofi Abola. Une série d'échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et des personnalités en marge du sommet Russie-Afrique, des rencontres ayant pour cadre l'hôtel d'accueil du chef de l'État à Sochi. Le président Alassane Ouattara a, pour commencer, échangé avec la délégation du secteur privé ivoirien venue en Russie dans le cadre de ce sommet. C'était la Chine, aujourd'hui c'est la Russie. Et donc nous sommes convaincus que cela répond à une vision claire du chef de l'État qui est de voir émerger en Côte d'Ivoire un secteur privé dynamique, un secteur privé conquérant. Donc nous avons remercié le chef de l'État pour cela. Nous avons rendu compte au chef de l'État des contacts que nous avons eus pendant ces 2 jours sur Sochi et nous avons recueilli ses orientations et ses conseils par rapport au suivi à mener pour concrétiser ces contacts que nous avons eus. Ça a été donc pour nous, secteur privé, une grande joie de pouvoir profiter pour faire un tour d'horizon avec le chef de l'État de l'ensemble de la vie économique de notre pays. Après la délégation du secteur privé ivoirien, le consul honoraire désigné de Côte d'Ivoire à Saint-Pétersbourg et le président de Afreximbank se sont succédés pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. L'essentiel à retenir à l'issue de ces échanges est ni plus ni moins la question du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons longuement échangé sur des différents points très importants pour le développement de la relation ivoiro-russe. La terre de la Côte d'Ivoire est ouverte pour la coopération avec la Russie. Côte d'Ivoire is a very important country for us at Afrex. La République de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très important pour la Banque africaine d'import-export. Nous avons fait le point sur les différents dossiers en cours pour la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de la banque a approuvé une limite de 2 milliards de dollars pour la Côte d'Ivoire pour financer des projets dans l'infrastructure, notamment des routes qui reliaient les pays avec les pays voisins, pour permettre des échanges de flux, des échanges de commerciaux dans le cadre de l'agrément continental qui a été signé avec l'Union africaine. Autre chose, autre lieu, mais toujours en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi. C'est la visite de stand du président Alassane Ouattara à l'exposition de produits Made in Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara aussi à cette exposition aux côtés de son époux. Les produits exposés sont divers. Il s'agit du processus de fabrication du chocolat, des cabosses et fèves de cacao, des noix de cajou, des graines de palme, de la cola, du café Robusta. Le président Alassane Ouattara, tout en exprimant sa joie et sa fierté sur la présence de la Côte d'Ivoire à cette exposition, a saisi l'occasion pour féliciter le président russe Vladimir Poutine, non seulement pour l'organisation de ce sommet, mais aussi pour sa contribution à la paix dans le monde. Nous restons sur place à Sochi où les premières dames sont présentes aux côtés de leurs époux. Dominique Ouattara a saisi l'occasion de cette rencontre pour effectuer des visites guidées. On retrouve encore une fois Jérôme Kofi Abola. Elles ne sont pas venues à Sochi pour rien. Elles, ce sont les épouses des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des chefs de délégation présents au sommet Russie-Afrique. Au nombre de ces illustres femmes, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une personnalité toujours éprise de découverte et avec une chose qui la caractérise, chercher, obtenir et partager. La visite effectuée à la résidence de Sochi de Staline n'en est pas moins pour elle une occasion. Cette résidence, tel un véritable trésor touristique, rien que par son architecture à 160 mètres d'altitude, la Datsha, le nom de cette maison d'été de Staline, où la première dame Dominique Ouattara et les autres membres de la délégation vont découvrir différentes salles
marquée par des souvenirs de l'ex-chef d'État russe. Après la datcha, le cap est mis sur le parc dénommé Dendrari qui couvre 49 hectares. On y découvre la flore et la faune de la Russie avec comme particularité la plus grande collection de palmiers. Dernière visite, celle de la cité des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Rosa Khutor, qui abrite le centre culturel et ethnographique dénommé Ma Russie. Aussi, y a-t-il pour terminer l'étape de la station climatique, l'occasion pour la première dame Dominique Ouattara et toute la délégation de découvrir au moyen de l'Express de Caucase non seulement un site forestier extraordinaire, mais aussi toute la richesse culinaire russe. Et avec au bout l'ambiance festive occasionnée par un spectacle inédit. Retour en Côte d'Ivoire avec la région du Tonkoui qui se veut une source, sinon une source de croissance infinie. C'est le thème de la 3e édition des JNCE, les Journées nationales des chefs d'entreprise. Des journées lancées hier vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite dans le Tonkoui. La rencontre qui va durer 72 heures va permettre aux élus locaux et opérateurs de faire le point sur l'ensemble des richesses de la localité. On voit tout cela avec Alexis Ouedraogo. Les chefs d'entreprise au pied des 18 montagnes. Ce vendredi, la capitale du Tonkoui a ouvert ses portes à la 3e édition des Journées nationales des chefs d'entreprise, l'occasion pour elle de montrer ce qu'elle a de meilleur. La commune de Ma se situe à quelques kilomètres seulement de 2 pays voisins, de potentiels débouchés pour les opérateurs économiques afin de favoriser un développement inclusif de la zone. Pour la commissaire générale Nadine Bla, il s'agit aujourd'hui de susciter l'intérêt, provoquer l'investissement, mais surtout réduire les écarts de développement entre les capitales régionales. Ces journées permettent de réunir les plus hautes autorités de notre exécutif, de la région et du secteur privé pour discuter et trouver des solutions pragmatiques et bénéfiques au développement régional. Une vision que partage le secteur privé qui encourage le renforcement du partenariat public-privé. Dans le cadre du partenariat État-secteur privé et pour une croissance inclusive, le secteur privé encourage le gouvernement à accompagner davantage les opérateurs économiques à entreprendre dans les régions. En ce sens que même dans les régions les plus difficiles du pays, l'investissement et la croissance restent possibles. Président ce lancement, le chef du gouvernement n'a pas manqué de présenter les atouts économiques et touristiques de la région. Il a appelé à une franche offensive des investisseurs sur le Tonkoui. L'organisation ici à Man de la 3e édition des Journées des chefs d'entreprise contribuera certainement à l'atteinte de notre objectif de faire de cette région du Tonkoui un puissant pôle de développement économique de notre pays. Oui, cela est possible, à condition que tous, État, secteur privé, vous êtes là, et les braves populations du Tonkoui, que nous nous donnions la main pour la mise en valeur intégrale du potentiel de cette région. Autour du thème « Le Tonkoui, source de croissance infinie », la rencontre sera l'occasion pour élus et opérateurs locaux de relever l'ensemble des richesses régionales. Retour dans la capitale économique ivoirienne où il se tenait une réunion des ministres en charge de l'aménagement du territoire des États membres de la CEDEAO. Il s'agissait pour les participants d'approuver le schéma de développement de l'espace régional à l'horizon 2040. La rencontre présidée par Nialé Kaba a été suivie par Jean-Luc Gbangbo. Le SDER, schéma de développement de l'espace régional UEMOA, horizon 2040. Un projet initié depuis 2004 et qui arrive à maturité avec son approbation par les ministres chargés de l'aménagement du territoire de la CEDEAO. Un projet très attendu par les États membres pour plusieurs raisons. Nous avons des pays l'interland et nous avons des pays côtiers. Comment faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, circuler à l'intérieur de ces États? Comment faire en sorte qu'on puisse soutenir les besoins en termes d'énergie, en termes d'infrastructures
et en termes d'industrie, etc. Des défis que relèvent individuellement les États avec des fortunes diverses, d'où la nécessité d'adopter un schéma commun. Nous avons déjà des activités à la fois de solidarité, des activités de complémentarité économique. Nous avons déjà des échanges entre nous et le SDER que nous adoptons aujourd'hui vise à renforcer cela pour permettre une avancée encore plus rapide, encore plus intégrée de nos économies respectives. Plusieurs grands projets de développement sont prévus dans le cadre de ce schéma, notamment dans les domaines des transports, du réseau ferroviaire, de l'énergie et des infrastructures routières. La Côte d'Ivoire a célébré la 4e édition de la Semaine de l'eau. En marge de l'édition 2019, le directeur général des ressources en eau a visité des champs de captage d'eau dans la commune de Cocody. On voit tout cela avec Astou Touré. En marge de la Semaine nationale de l'eau, une délégation conduite par le directeur général des ressources en eau était en visite dans différents champs captants de la commune de Cocody. À Abidjan, nous avons 11 champs captants. Tous ces champs captants ont le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on prélève de l'eau et cette eau brute qui est prélevée est acheminée vers une usine de traitement qui va la rendre potable et ensuite la distribuer à la population. Ces forages qui alimentent la commune à hauteur de 6 000 m3 d'eau par jour sont bien en deçà des besoins des populations. L'urbanisation et les problèmes liés à l'assainissement sont entre autres difficultés rencontrées. Nous avons des forages juste à côté desquels il y a des habitations ou des commerces. Et au niveau de ces habitations, nous avons constaté que la plupart ne sont pas connectés à un réseau d'assainissement public. Ces réseaux d'assainissement individuels ne sont pas réalisés dans les normes et ne sont pas entretenus. Ce qui fait que quelque temps après, il y a l'infiltration d'eau usée dans la nappe d'eau souterraine. Certains forages du champ captant ont été abandonnés à cause d'un ensablement de ceux-ci, mais toujours lié au fait que ces forages-là soient situés en pleine zone d'habitation. Pour répondre aux préoccupations des populations, le projet d'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable à partir de la rivière Mé a été initié par le gouvernement. Le chantier sera livré en août 2020. Il va porter la capacité de production à 880 000 m3 par jour pour un besoin jusqu'en 2025 de 862 000. Donc déjà en 2020, on aura plus de production que nécessaire et on obtiendra même plus qu'en 2025. D'un coût de plus de 160 milliards de francs CFA, ce projet permettra d'alimenter une partie de la commune de Cocody, Abobo et d'autres sous-quartiers d'Abidjan. L'épineuse question de l'excision était au cœur de la tournée du groupe Magic System dans la région de Mans à travers son concept UE Magic Tour. Des échanges, des témoignages, mais également des projections de films ont permis de sensibiliser les populations sur les dangers de la pratique de l'excision. C'est un reportage d'Issa Tchonayeo. Le Tonkpi est l'une des régions les plus touchées par le fléau de l'excision en Côte d'Ivoire. À Mans, chefferie traditionnelle, population et initiateur de l'UE Magic Tour échangent sur la question. J'aimerais même pas que mes parents excisent leurs enfants parce que moi-même j'ai été excisée et aujourd'hui je ne trouve pas ça normal. J'encourage mes soeurs de ne pas exciser leurs filles. Une réalité triste, c'est vraiment triste que nos parents continuent encore de pratiquer l'excision, malgré toutes les sensibilisations, mais il y a quand même un changement. Les photos, les images que nous voyons, on voit que c'est un problème difficile. À notre tour, c'est d'informer nos parents, nos femmes surtout, pour leur dire d'arrêter l'excision, que ce n'est pas une bonne chose. Hémorragie, fistule, accouchement difficile sont autant de dangers auxquels sont exposées les filles excisées. Pour la représentante de l'Union européenne, il est temps que la population prenne conscience. Cette sensibilisation qui est faite auprès des femmes, elle date depuis longtemps et nous pensons que la sensibilisation passe. Maintenant, ce qu'il faut arriver à déterminer, ce sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour contourner cette pratique physique
qui détruit l'enfance en fait, l'enfance de la jeune fille, que ce soit le bébé, que ce soit la jeune fille en âge de puberté. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Les conséquences sont là, qui va de la mort, qui va à l'impossibilité d'enfantement. Et je pense que les femmes aujourd'hui ont compris, et nous avons également associé les chefs religieux parce que ce sont eux les dépositaires de la tradition. L'excision est punie par la loi en Côte d'Ivoire. À l'issue des échanges, chefferies traditionnelles et populations ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour endiguer le mal dans la région. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce premier point d'information en Guinée. Des milliers de Guinéens sont descendus vendredi dans les rues de la capitale Conakry lors de la dernière journée de manifestation contre le projet du changement de constitution. Les populations ainsi que les partis de l'opposition continuent de dénoncer la manœuvre du pouvoir pour pouvoir offrir un troisième mandat au professeur Alpha Condé. Des manifestations ont également eu lieu dans les villes de Labé, de Mamou et Pita en Guinée centrale. Alpha Condé, 81 ans, ne s'est toujours pas prononcé sur son intention ou non de briguer un troisième mandat. Et puis, hors du continent africain, en Californie, aux États-Unis, la saison des incendies se poursuit. En 3 jours, 600 départs de feu ont été enregistrés. Des milliers d'hectares ont été brûlés. 50 000 personnes ont dû être évacuées. Près de Los Angeles, le Tick Fire a déjà brûlé près de 3 000 hectares, attisé par des vents à 100 km à l'heure et des températures à plus de 30 degrés. Les flammes avancent très rapidement et les 600 pompiers mobilisés ont beaucoup de mal à maîtriser la situation. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce jour. Merci d'avoir suivi ce premier point d'information. Retrouvez Hamza Diaby à 13h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 6h30.